Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons continuer sur les deux derniers podcasts en essayant de répondre donc à cette question. Est-ce que la stratégie de rapprochement des États-Unis avec Poutine, qui isole l'Europe, est-ce que c'est une manière de pratiquer un Nixon inversé? Est-ce que ça s'inscrit dans un agenda à long terme des États-Unis d'isolation de la Chine? Et est-ce que ça peut affaiblir la Chine? Alors, la dernière fois, quand on a présenté, on a fait ce rappel de la stratégie de Nixon, donc qui consistait à recréer des liens, renouer le lien avec la Chine pour isoler la Russie, l'URSS à ce moment-là. Donc, ça a eu deux résultats. D'une part, l'effondrement, certes, de l'Union soviétique, mais aussi la création d'une puissance qui dépasse par beaucoup d'aspects, par tous les aspects, même économique, militaire, technologique, l'ennemi russe, et qui est elle aussi porteuse en fait d'une idéologie différente. Donc, si on regarde sur ces différentes années, sur ces 40 ans, on peut dire que la stratégie de Nixon a à la fois réussi, mais que sa réussite a entraîné un échec encore plus important. En isolant la Russie de la Chine, peut-être que cette stratégie a contribué à l'effondrement de l'Union soviétique, mais ça a créé un ennemi plus puissant pour les États-Unis que ceux qu'ils ont jamais eu. Et donc, aussi une autre chose, c'est comme on a dit la dernière fois, cette stratégie de Nixon, elle était là à un moment donné où la relation entre la Chine et la Russie était au plus bas. En 1969, entre la Russie et la Chine, on est presque au bord de la guerre nucléaire. Et aujourd'hui, évidemment, le contexte est complètement différent. Aujourd'hui, juste avant la guerre en Ukraine, donc il y a 3 ans, la Russie et la Chine ont noué une sorte de pacte d'amitié sans limite. Et donc, alors même que la stratégie Nixon pouvait marcher parce que elle avait pour fond un désaccord, un conflit entre deux visions soviétiques du monde, la chinoise et la russe. Aujourd'hui, il y a un alignement entre la Chine et la Russie sur la volonté d'en finir avec l'Occident, la volonté d'en finir avec l'hégémonie américaine. Et il y a aussi, depuis l'Ukraine, un accroissement des relations économiques entre la Chine et la Russie, en termes de vente notamment d'hydrocarbures, mais pas seulement. Et donc, est-ce que ici, Trump serait donc visionnaire, et est-ce que le lien avec la Russie permettrait d'isoler la Chine? Alors, en tout cas, sans doute, on pourrait dire que, en laissant l'Ukraine à l'Europe, les États-Unis se désengagent de l'Europe de façon définitive. Déjà, Obama, bien sûr, parlait d'un pivot asiatique, mais sans remettre en cause le lien transatlantique ni la pérennité et la valeur de l'OTAN. Et maintenant, on a un abandon de l'Europe, en fait, à la Russie, pour le dire concrètement. Donc, les États-Unis abandonnent l'Europe à la Russie. Et on n'est pas sûr que si jamais la Russie, on n'est même plus sûr que si jamais la Russie attaque un pays de l'OTAN, les États-Unis ne se désengageraient pas de l'OTAN, respecteraient leurs engagements auprès de l'OTAN qui seraient d'aider ce pays européen contre la Russie. On ne sait pas. Donc ça, c'est quelque chose de très important puisque c'est le parapluie nucléaire, le parapluie de la défense des Européens qui assurait en fait leur sécurité, notamment face à la Russie. Et c'est aussi, autre point très important, et aussi une question pour l'avenir des États-Unis, c'est aussi ce parapluie américain, en termes de défense, qui faisait que les pays européens, et l'Allemagne en premier chef, même la Pologne, achetaient d'abord américains avant d'acheter même européens. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi une question sur laquelle on pourra revenir. C'est-à-dire que toute cette question d'Europe de la défense, c'est pas qu'une question de budget, c'est pas qu'une question d'argent, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Qu'est-ce qu'on achète? Donc, si chaque pays européen veut monter ses budgets à 2, 3, 4, 5%, mais que c'est pour continuer à acheter du matériel américain, ça n'a pas de sens. Puisque le matériel de défense, s'il n'est pas renouvelé, s'il n'est pas mis en maintenance de façon presque continue,
il se dégrade ou il devient plus opérationnel. Donc, est-ce que, imaginons que la Russie attaque un pays européen et que les États-Unis ne veulent pas aider leurs alliés, ils pourraient aussi empêcher ces alliés d'avoir, en fait, ce maintien logistique de leur propre appareil militaire. Donc, il y aurait, si vraiment les Européens veulent faire l'Europe de la défense, ils ne doivent plus qu'acheter du matériel européen. On en est très loin, même quant à savoir si l'industrie de la défense européenne est capable de remplacer les États-Unis. Mais ça, c'est notre question. La question aussi, on peut se poser du nucléaire, c'est-à-dire que c'est la sécurité, le parapluie, on va dire, de défense nucléaire américain, qui a permis la dénucléarisation du monde, et notamment de l'Europe, sauf la France et l'Angleterre. Certains pays d'Europe pourraient, en fait, pas l'Allemagne, parce que c'est un cas un peu trop spécial, mais pourraient être tentés de poursuivre l'aventure au niveau du nucléaire pour s'assurer d'une véritable immunité, immunité relative, parce que la Russie a quand même un nombre d'ogives nucléaires extrêmement plus important, immunité au moins en théorie face à la Russie. Donc la question, encore une fois, maintenant, c'est par rapport à la Chine. Est-ce que ça avantage la Chine? Est-ce que ça désavantage la Chine? Alors, il y a beaucoup de points à voir et c'est d'autant plus compliqué qu'il y a aussi cette question des terres rares ukrainiennes. Et donc, les États-Unis et la Russie envisagent de partager de façon presque néocoloniale les terres rares ukrainiennes. L'Ukraine pourrait céder face à un maintien d'une aide à minima des États-Unis, et par là, les États-Unis, en abandonnant l'Ukraine, en faisant ce deal sur les terres rares, pourraient retrouver une forme d'autonomie stratégique sur ces terres rares dont la Chine a le monopoly. Donc ça, c'est en théorie. Donc les terres rares, c'est extrêmement difficile à produire, extrêmement polluant à produire. Est-ce que les États-Unis, via l'Ukraine, le feront vraiment? Est-ce que c'est vraiment une manière d'affaiblir la Chine? Alors, il est vrai aussi qu'on peut dire que, sans que ça affaiblisse vraiment la Chine, il est sûr que ça renforce la Russie et que ça renforce la Russie face à la Chine. C'est-à-dire que la Russie y perd, entre guillemets, dans cette alliance Trump-Poutine, il perd entre guillemets parce que si la Russie est en état de faiblesse, la Chine, évidemment, a la main haute sur les relations entre la Chine et la Russie, et notamment, elle peut acheter les hydrocarbures russes à moindre coût. Mais si jamais il n'y a plus les sanctions internationales, évidemment, cela peut permettre au gaz et au pétrole russe de retrouver, d'avoir à nouveau un coût qui est moins avantageux pour l'Inde ou pour la Chine, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment des avantages pour la Chine? Peut-être, mais en même temps, les sanctions américaines, les sanctions internationales soutenues par les États-Unis, en fait, rendaient la vie extrêmement difficile pour les relations sino-russes, pour les banques chinoises qui ne voulaient pas être sous le coup de sanctions. Donc tout ça, c'est ce qui va être levé, mais c'est surtout, en fait, au niveau, pas qu'au niveau économique, pas qu'au niveau territorial, surtout au niveau du narratif, au niveau du soft power. Surtout, c'est-à-dire que l'alliance entre Poutine et les États-Unis renforce complètement à 100%, à 200%, à 300% tout le récit chinois le fait que les États-Unis ne sont pas fiables, ils ont abandonné l'Ukraine, ils pourraient abandonner Taïwan. Taïwan doit se rendre parce que les États-Unis sont plus faibles. De même pour le Japon, de même pour les Philippines, etc. Les États-Unis ne seront plus là pour vous. C'est ce que la Chine peut dire à travers l'exemple de l'Ukraine. Les États-Unis ne s'occupent que de leurs propres intérêts. Les États-Unis, ce qui est évidemment vrai pour toutes les nations, mais la Chine peut utiliser ce narratif, utiliser aussi le narratif du déclin de l'Occident, manifeste dans ce fait que Trump lui-même, d'une certaine manière, va dans le sens de la Chine, parce que tout le discours chinois sur l'incapacité des démocraties occidentales à faire face au changement du monde, et seule la Chine est capable de le faire, et donc la Chine se situe dans le sens de l'histoire, finalement, elle peut trouver dans ce que fait Trump aujourd'hui
une justification, une preuve, puisque Trump avait dit avant les élections, ce seraient les dernières élections aux États-Unis. On ne sait pas exactement ce qu'il voulait dire par là. En tout cas, il y a une tentation autoritaire à travers les États-Unis qui renforce en fait l'autoritarisme à la fois de la Chine et de la Russie. Et donc, est-ce que l'alliance Trump-Poutine sur le dos de l'Europe et de l'Ukraine, est-ce que vraiment ça affaiblit la Chine? Est-ce que ça donne un avantage stratégique aux États-Unis? Rien ne dit que cette alliance fait que la Russie n'aiderait pas la Chine sur le plan militaire si on a besoin. Et au contraire, si rien ne dit que ça va renforcer le pivot américain en Asie. Et au contraire, on a l'impression que c'est plutôt une volonté de désengagement global que les États-Unis mettent en avant d'abord en Europe. Et cela ne peut que faire le jeu de la Chine. Et si la Russie n'est plus un paria, c'est aussi bon pour la Chine parce que l'effondrement possible de la Russie, si elle continuait à s'enliser en Ukraine, évidemment, ça aurait remis en question justement cette amitié en limite entre la Chine et la Russie. En reconnaissant, en validant le projet de Poutine dans l'invasion russe de l'Ukraine, Trump, en fait, renforce aussi le lien, l'amitié sino-russe et donc plutôt la Chine que le contraire. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.